Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc, je suis April, je suis autiste et j'ai été diagnostiquée il y a un an. Et depuis, je fais des vidéos pour parler d'autisme afin de partager avec vous mes réflexions et mon ressenti. Donc là, aujourd'hui, je voulais faire une vidéo sur le bonheur. Le bonheur d'être autiste parce que il n'y a pas que de la souffrance, de la solitude et du rejet, heureusement. Donc voilà, faire une vidéo un peu plus optimiste que les deux précédentes pour vous donner mon témoignage, mon point de vue sur le bonheur en tant que personne autiste, les avantages à être autiste, ou en tout cas ce que moi je prends de positif à l'être. Donc la première chose qui me vient à l'esprit quand je pense à mon fonctionnement et à ce que ça m'apporte de beau, c'est l'intensité. Alors l'intensité, c'est souvent vu comme négatif, parce que ça peut créer beaucoup de fatigue, de l'anxiété, etc. Mais l'intensité, c'est aussi quelque chose de positif parce que du coup, on a cette capacité incroyable de ressentir vraiment les choses, d'apprécier la vie dans ses petits riens, dans ses moindres recoins. Et ça, pour moi, c'est une recette essentielle du bonheur, quoi. Comme on a vu pendant le confinement, on se contentait des petits riens de la vie, des petites choses de la vie, le fait de voir le ciel bleu, observer un oiseau se poser sur notre fenêtre, notre balcon, s'extasier devant un coucher de soleil. Enfin voilà, tous ces petits riens, je pense que les personnes autistes peut-être ils sont plus sensibles, en tout cas ont plus de capacité à les apprécier et avec cette impression, en tout cas en ce qui me concerne, d'être vraiment connecté au monde qui m'entoure, de fusionner presque avec mon environnement et du coup d'oublier tout le reste, quoi, le négatif. Quand je vois un beau paysage, ça fait ma journée. It makes my day, comme disent les Anglais. Mais c'est ça, en fait. C'est que plus rien ne compte et heureusement on peut se raccrocher à tous ces petits bonheurs et avec notre intensité qui en fait est notre hypersensibilité, on a cette possibilité de voir la beauté en fait de chaque chose tous les jours. Parfois la noirceur aussi qui nous fait mal, mais aussi la beauté. Donc je pense que c'est important d'en parler aussi, quoi, de ne pas voir que le côté négatif. Cette capacité, je pense qu'on l'a aussi dans la façon d'être heureux, en fait, d'être profondément heureux en étant bien avec soi-même, en étant bien dans sa solitude, dans son petit cocon, avec sa routine, ses habitudes qui nous rassurent. Et bien aussi avec notre hypersensibilité qui nous apporte aussi beaucoup de bonheur. Donc cette hypersensibilité, parfois, elle peut nous blesser, elle peut nous fatiguer là encore. Mais quand tous les sens en fait sont décuplés, c'est aussi de belles choses qui peuvent nous arriver. Le fait d'apprécier vraiment, de prendre plaisir à manger de la nourriture, à prendre plaisir à écouter une musique et à la ressentir et à s'évader et à nouveau se connecter à elle, etc. À contempler la nature, j'ai déjà dit, à s'emmitoufler dans un vêtement confortable, un pyjama, etc. Et de sentir vraiment, même physiquement, à quel point ça nous fait du bien, ça nous apporte du bonheur. Ça, je pense que les personnes autistes ils sont plus sensibles que la moyenne et on peut vraiment se ressourcer très bien et très vite avec avec nos sens aussi en fait, qui nous apportent du bonheur, du réconfort, du plaisir. Voilà ce que je voulais dire. Ensuite, je vais parler de la richesse intérieure. Pour moi, c'est surtout en fait ce qui fait le bonheur d'être moi, d'être autiste. Enfin, je sais pas si c'est directement lié à l'autisme, mais le fait d'avoir plein d'émotions toute la journée. Alors parfois des émotions qui peuvent tomber très bas et remonter très haut dans une même journée. On peut passer du rire aux larmes, enfin en tout cas en ce qui me concerne, mais aussi avec cette sensibilité, justement, ce rapport au petit rien de la vie, à apprécier, mais à vraiment tout, quoi, et le fait que le monde nous fasse vibrer et que nous, en fait, on se nourrit de ça et que vraiment on est capable d'apprécier plein de choses, de se nourrir aussi intellectuellement de plein de choses et de vraiment être dans un autre rapport au temps aussi, d'avoir un rapport au temps à la fois plus lent et plus rapide. Ça dépend, quand on a une émotion, ça arrive d'un coup, c'est très rapide, très fulgurant. Et parfois, quand on apprécie quelque chose, on s'en délecte, ça peut durer des heures, puis on peut y repenser après. Et ça peut nous faire une sorte de souvenir un peu cocooning, où on aime bien se réfugier dans cette sensation-là. Donc voilà, et du coup, j'ai l'impression qu'on garde un peu les qualités d'un enfant, en fait.
un enfant qui s'émerveillerait, qui serait curieux aussi parce qu'on se pose beaucoup de questions. Mais parfois ça crée l'anxiété, mais ça crée aussi, ça nourrit cette capacité d'émerveillement, de capacité à apprécier la vie dans ses petits riens. Et puis à être stimulé intellectuellement, ça apporte aussi du bonheur, hein, voilà. Après, souvent on dit que les personnes autistes ont une certaine pureté. Alors je suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que bon, ça voudrait dire que les personnes qui sont pas autistes sont moins pures. Bon, j'aime pas trop cette idée, mais c'est vrai en tout cas qu'il y a une innocence peut-être dans notre rapport à la vie, au monde, que les autres n'ont pas. En tout cas, je parlerais pour ma part plus de fraîcheur. J'ai l'impression que en fait, rien ne peut m'arrêter dans le bonheur. J'aime pas les pensées négatives, tu n'y arriveras jamais, c'est pas une bonne idée, ça va pas marcher, etc. Et j'aime pas non plus les personnes fatalistes. Voilà, moi j'ai toujours l'espoir que ça marche, l'espoir de trouver une solution, l'espoir qu'un jour quelque chose se déverrouille et que j'arrive à régler une situation conflictuelle qui durait des années. Enfin voilà, je suis toujours vers ça va bien se passer, tout ça. Et donc cet état d'esprit-là, ça fait aussi partie du bonheur parce que du coup, je me sens jamais totalement vaincue. Je m'admets jamais totalement vaincue. Et donc c'est aussi, c'est une stimulation, voilà, je vais toujours vers le positif, je prends que le positif. Et le négatif, il y a mon chat qui est juste là. Le négatif, j'essaie de ne pas trop lui donner d'importance, voilà. Et par rapport à l'enfance, il y a aussi cet art du jeu, ce que je vais appeler la créativité, qui chez moi est toujours présente en tout cas, qui m'apporte aussi beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Le fait de créer, déjà, je pense que c'est pas donné à tout le monde. Je parle pas forcément d'imagination, hein, mais juste, je pense que toutes les personnes autistes, elles créent, même si elles croient qu'elles n'ont pas d'imagination, parce que en fait elle se crée un chemin dans un monde inadapté. Donc de toute façon elle va se créer des outils, elle va trouver des ressources, et donc ça pour moi c'est déjà une forme de créativité, c'est déjà être capable de construire en fait son propre parcours, c'est être un véritable architecte, et donc pour moi c'est de la créativité, voilà. Mais moi j'ai aussi cette créativité, l'art en fait, et ça apporte tellement de bonheur de voir que je peux écrire des livres, que je peux chanter, que je peux danser, enfin ça me remplit vraiment de joie et même d'y penser sans forcément le réaliser, mais juste avoir l'idée, le rêve, le fantasme et d'avoir toujours cette force là, qui me pousse en avant, où j'ai toujours envie de faire plein de choses, c'est génial. Et là encore aujourd'hui, je suis un peu comme une enfant qui a envie de construire des cabanes dans les arbres et de jouer à cache-cache, c'est-à-dire que j'ai pas vraiment... je m'interdis rien en fait, je vois pas pourquoi je m'interdirais, je vois pas pourquoi à un moment donné c'est trop tard, on fait plus certaines choses parce qu'on a passé un certain âge, etc. Non, moi en fait je me donne cette liberté, voilà. Et dans le bonheur d'être autiste, il y a aussi cette liberté de je me refuse rien, je me donne, je m'apporte de belles choses, voilà. Et l'enfant, un peu comme un enfant qui essaie pas vraiment de correspondre à un modèle, ou en tout cas moins qu'un adulte et qu'un adolescent, hein. Voilà, je suis ouverte à tout et du coup je découvre plein d'horizons et c'est génial. Voilà, c'est génial. Et donc ça m'amène à mon troisième point, le bonheur c'est de pouvoir vivre 1000 vies, même en imagination, mais d'avoir ce plaisir de, je sais pas, d'aller au bout de ses passions, puisqu'on a des intérêts spécifiques que moi j'appelle plus mes passions. Mais par exemple, quand j'avais la passion du voyage, bon je l'ai toujours, mais je peux pas trop voyager en ce moment. Mais vraiment, ça allait très très loin, je me voyais presque vivre là-bas, j'allais là-bas et j'avais l'impression que je faisais corps avec la ville que je découvrais, le pays que je découvrais une culture, ses habitants, la cuisine, et je prenais tout. Et avec mes sens, en fait, c'était encore plus beau. Et donc voilà, c'est génial. Et en fait, cette volonté de vivre 1000 vies, elle participe aussi à ce plaisir de continuer à apprendre en fait sans cesse. Et moi j'adore apprendre et je pense que je pourrais jamais m'arrêter d'apprendre. Et ça vient aussi du fait, je pense que comme rien n'est automatique et qu'on doit toujours tout intellectualiser, on a pris cette habitude en fait intellectuelle et qu'on y prend goût. Parce que c'est agréable d'être stimulé intellectuellement. Enfin moi je trouve, ça s'arrête jamais, ça peut pas s'arrêter parce qu'en fait c'est notre fonctionnement depuis toujours. Donc on peut pas un jour s'arrêter d'apprendre même si on voudrait, ou parce qu'il y aurait toujours des choses qu'on devrait mettre en place intellectuellement pour que ça se passe bien dans une situation sociale par exemple. Et on apprend beaucoup au contact des autres et les autres nous enrichissent. Parfois les autres nous blessent aussi, mais il y a aussi du positif.
Et on apprend aussi en se frottant à la vie, en acceptant de dépasser son anxiété pour vivre des belles choses, aussi des belles expériences. Et aussi à l'école, on apprend aussi des choses à l'école. Et pour moi, c'est important de garder ce lien-là avec ces 3 domaines parce que ça nous ouvre des horizons. Je suis persuadée que ça permet de nous apporter plus de bonheur parce que plus de perspectives. Voilà. Même si parfois ça peut aussi être dans la violence, j'en suis bien consciente. Mais j'ai l'impression que dans le monde neurotypique, on apprend jusqu'à un certain point, jusqu'à la fin de notre cursus scolaire par exemple. Donc c'est un apprentissage qui est quand même très balisé, très scolaire. Et une fois qu'on a fini cet apprentissage-là, bah, on travaille, mais du coup, c'est un deuxième temps et on n'apprend plus. Ou en tout cas, on apprend beaucoup moins, quoi. Et moi, ça me va pas. Moi, je trouve ça hyper déstabilisant parce que j'ai toujours fonctionné comme ça. Et en fait, l'école, c'est venu appuyer bah, cette mécanique intellectuelle que je mettais en place tous les jours pour pallier mes difficultés, quoi. Et tout d'un coup, le fait de devoir stopper ça, j'ai l'impression d'être figée et même de me contraindre à un parcours. Et moi, j'ai pas envie de prendre qu'une voie, j'ai envie de tout tester, quoi. Je suis gourmande. Et du coup, ça me donne encore plus envie d'apprendre d'une manière ou d'une autre, plutôt que de me dire que bah voilà, je suis sur une rail et que j'y bouge plus. J'ai vraiment envie de continuer à apprendre toute ma vie, même si je terminais mon cursus scolaire et mes études. D'ailleurs, j'ai envie de reprendre des études. Ça fait des années que je veux reprendre plein d'études, que j'ai plein d'envie. Pendant un temps, j'ai repris pour de vrai des études d'histoire de l'art. Là, en ce moment, j'ai envie de reprendre des études de philo, et pourquoi pas de faire de la socio, et puis de faire de la psycho aussi. Enfin, bon, ça, c'est très intellectuel, mais aussi, j'ai envie d'apprendre des choses très manuelles, d'apprendre un sport. Pendant un temps, je voulais devenir réalisatrice, je voulais réaliser des documentaires. Enfin, voilà, donc tout ça, c'est apprendre, apprendre, apprendre. Là, j'apprends à faire des vidéos YouTube, c'est un nouvel apprentissage, voilà. Mais c'est génial. Et tout ça, ça participe aussi à cet enrichissement et à ce bonheur qui est que, bah, on a envie de faire plein de choses et en fait, nos passions, elles sont tellement intenses que ça s'arrête pas là. Et parfois, ça dépasse même le fantasme. C'est-à-dire, moi, j'ai fantasmé faire des beaux voyages quand j'étais jeune et un jour, ce fantasme est devenu réalité. Et je me suis retrouvée à 20 ans au Sri Lanka à 4 heures du matin à l'aéroport de Colombo. Et c'était un choc, mais en même temps, c'était génial parce que j'allais au bout de la passion, de ma passion, quoi, et de mon projet. Et voilà, et je trouve que c'est ça aussi qui est super quand on est autiste, c'est que on se nourrit, on est trop bien dans ses passions et en même temps on a plein d'idées, plein d'envies, plein de rêves. Et puis bah parfois ça peut devenir concret, même si c'est pas forcément ce à quoi on s'attendait au départ, mais on peut quand même réaliser un petit bout de ses rêves, peut-être même que les autistes ils peuvent réaliser plus de rêves que les neurotypiques, je sais pas, parce que ils ont plus d'acharnement, ils sont plus combatifs, bah, je sais pas, en tout cas bah c'est génial quoi, je sais pas si les autres personnes qui sont pas comme nous, elles peuvent comprendre ce besoin qu'on a vraiment, c'est un besoin hein, de se réfugier dans sa passion, puis aussi cette espèce de cycle. Moi, tous les ans, j'ai des cycles, en fait, et il y a des moments où je n'ai pas du tout, où je ne peux pas, en fait, c'est pas le moment, c'est pas la période. Et là, en ce moment, je lis énormément, en fait, et je sais que toute la période décembre, janvier, février, j'ai un cycle de lecture où je dévore la littérature, en fait, j'en ai besoin, je me nourris, et c'est super, c'est trop bien. Mais voilà, et en fait, il faut être aussi à l'écoute de ces cycles, et je sais qu'après, il y a un autre cycle qui va arriver, peut-être je vais me mettre à faire plein de sports, ou je sais pas, d'autres choses, plein de cuisine, et que de toute façon, ça m'apportera du bonheur, parce que, voilà, ça m'épanouira, quoi. Donc ça, c'est trop bien. Justement, l'intensité des passions, j'en parlais. Et dans cette intensité, en fait, je sais pas si c'est donné à tout le monde de pouvoir ressentir comme ça de l'intérieur et de garder en soi cette sensation-là de bonheur, de voir un film et que ce film nous bouleverse même 3 jours après, même des semaines après, des années après. Et c'est bizarre aussi de se dire que pour la personne qui l'a vu avec nous, peut-être ce film ne va pas le toucher du tout et qu'il va rien sentir, ou alors très peu de choses. Et il va voir ce film et c'est tout. Et ça reste un peu plat. Alors je dis pas que toutes les personnes dans la norme ou qui sont pas comme nous sont comme ça, puis ça dépend aussi des intérêts de chacun, mais qu'en tout cas pour nous, cette passion, ça va générer énormément d'émotions, puis un investissement très très fort, incroyable quoi, même au niveau intellectuel, et peut-être que derrière, plein de choses vont se mettre en place. Moi, le jour où j'ai vu un spectacle de danse dans la rue, ça a créé un déclic chez moi énorme. Et puis depuis, bah, ça fait 5 ans que je fais de la danse. Donc voilà. Donc ça peut créer des petites choses comme ça
où justement on reste ouvert, on reste à l'écoute et on a envie de découvrir plein d'horizons, enfin en tout cas c'est mon cas, et ça c'est trop bien. Ensuite, le bonheur c'est aussi notre résilience, notre courage, c'est-à-dire qu'on a tellement de souffrances à surmonter, plus on apprend à se connaître, plus on se rend compte de toutes les difficultés auxquelles on a dû faire face, les obstacles qu'on a dû surmonter avec parfois beaucoup d'ingéniosité. Et c'est une source de fierté. Alors c'est sûr que c'est pas le bonheur en soi, mais quand je parle de bonheur, c'est aussi le courage d'avoir fait tout ça déjà, d'être arrivé jusque-là, et d'avoir su apprécier la vie, d'avoir eu le courage d'être heureux, voilà. Parce qu'il faut plus de courage pour être heureux que pour être malheureux. Et d'être là, malgré tout, d'avoir encore plusieurs montagnes à gravir, mais malgré tout, de rester et de continuer à se battre et de prendre que le positif, ou en tout cas les petits bonheurs et les grands bonheurs. Et voilà, et ça, c'est être courageux et dans la résilience, et ça peut faire partie du bonheur parce que quand on est courageux, en fait, on y va, quoi, et on n'a pas envie de se laisser aller. Et parfois, on s'effondre et bon, c'est normal, on n'est pas toujours à fond dans la vie. Mais je pense que ça participe aussi à notre amour de la vie, quoi. Et puis dans la résilience, je trouve qu'il y a aussi cette capacité, enfin en tout cas moi je l'ai, à prendre que le positif, parfois même dans les pires moments. Enfin, ça j'ai remarqué ça chez moi. Parfois j'ai des souvenirs horribles et en fait, pour moi ça devient un bon souvenir. Parce que à ce moment-là, ce repas de famille particulièrement désastreux et horrible, en fait j'ai particulièrement bien mangé et du coup ça m'a fait plaisir. Et donc moi je garde que ça, je garde que ce plaisir-là de la nourriture et donc j'occulte le reste et ça devient un bon souvenir, voilà. C'est pour ça que je me dis que je garde que le positif, je me raccroche à ça et peut-être que c'est ça la résilience, je sais pas. En tout cas, ça me permet de continuer à aller de l'avant et puis à un petit peu oublier parfois les moments pas cool ou douloureux et de me donner l'impression, l'illusion que ça n'a pas été si grave et qu'en fait ça s'est bien passé parce que j'ai bien mangé, quoi. Voilà. Et puis dans ces souvenirs, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, il y a cette capacité à voyager dans le temps avec nos émotions justement. Parce que autant on peut être marqué au fer rouge par des propos blessants, des situations douloureuses pendant des années, des décennies, et voire ne pas ressentir sur le moment et ressentir 20 ans après et s'effondrer, autant c'est pareil pour les moments heureux. Et ça, peut-être que c'est aussi la flexibilité mentale qui veut ça, mais que ces moments-là, on les garde longtemps en soi. Le bonheur, on le garde longtemps en soi. Le plaisir, on y pense après. Ça nous fait du bien, ça nous contente, ça nous nourrit. Et les émotions positives qu'on a vécues il y a 20 ans, on peut les revivre comme si elles s'étaient passées la veille. Et c'est ça, en fait, voyager dans le temps. C'est-à-dire qu'on réactualise des souvenirs qui se sont passés il y a des années. Parfois on rumine des trucs, on n'est pas bien, voilà, c'est pas positif. Mais parfois aussi on se rappelle les bons moments, le plaisir de tel souvenir, de telle rencontre, de tel voyage, de telles vacances. Et ça, c'est trop bien. Et est-ce que c'est donné à tout le monde de pouvoir faire comme ça des va-et-vient dans notre vie, comme si en fait tout se vivait simultanément dans un tableau, comme si on regardait un tableau, le tableau de notre vie et qu'on voyait tout simultanément. Est-ce que ça c'est donné à tout le monde? Je sais pas. En tout cas c'est génial parce que moi mes 16 ans j'ai adoré les vivre et j'y repense encore et ça me fait beaucoup de bien, quoi. J'espère que je vais pouvoir garder tous ces bons moments en moi encore longtemps. Ça fait un peu comme un Eldorado mais qui serait jamais perdu en fait parce qu'il est là, il est dans la tête. Voilà. Après, il y a notre rapport au monde et aux autres aussi qui peut nous rendre heureux. Déjà, notre pensée atypique et originale, quand on en a conscience et quand on se dit pas mais en fait je suis nulle, personne ne pense comme moi, quand on sait qu'en fait on a le droit de penser ça aussi, c'est une source de fierté, donc de bonheur, de se dire moi en fait je pense jamais comme tout le monde et en fait j'ai toujours une autre vision des choses et ça c'est bien en fait et ça me fait plaisir, ça me valorise, voilà. Et souvent d'ailleurs les autres nous jalousent ça, hein, nous jalousent cette pensée, enfin ces idées. Et si les autres nous jalousent, ça veut bien dire que quelque part il y a des choses positives à envier et que donc voilà, qu'on a des belles choses en nous. Après ce rapport intense, vivant, sincère aussi au monde et aux autres, c'est ça qui est génial, c'est que moi j'ai une véritable curiosité pour l'être humain. Même si l'être humain peut faire beaucoup de mal, la nature humaine peut vraiment être terrifiante. Mais quand même, je reste positive et j'ai tout le temps envie d'aller voir les gens et rencontrer de nouveaux types de personnes et poser des questions. Et je me rappelle aussi du coup de plein de belles rencontres avec les gens.
des moments incroyables où en fait on est compris, on est accepté et c'est comme une libération quoi, de soi. Pour la première fois, on n'a pas à se justifier, à se sentir mal parce qu'on voit bien qu'on est jugé, qu'il y a un décalage, etc. On se sent bien, on se sent libre quoi, on se sent accepté. Et ça arrive aussi, il y a aussi des gens qui sont bien, qui sont accueillants, qui sont chaleureux. Moi, je me suis fait des amis, voilà, j'ai vécu des belles rencontres en France, à l'étranger aussi, lors de mes voyages. Et je garde ça, je garde ce positif-là, cette connexion avec l'autre. Et j'ai même l'impression que quand on est neuroatypique, on est peut-être plus connecté à l'autre qu'une personne neurotypique parce qu'on va tellement loin, puis on a tellement des émotions intenses et on veut aussi, je pense, on peut être très généreux, on peut aussi beaucoup donner, on peut avoir envie de partage, je sais pas, et du coup ça crée parfois des relations qui sont super belles, je trouve. Voilà, même si c'est des relations qui durent le temps d'un voyage ou le temps d'une excursion, d'une conversation dans le bus, enfin je sais pas, même parfois des petites conversations, mais tout d'un coup on se sent bien, on est à sa place et ça c'est trop bien quoi, voilà. Quand on voit que l'autre aussi a de l'empathie pour nous, qu'on est apprécié, tout simplement ça fait beaucoup de bien. Et moi c'est mon cas, je suis souvent appréciée donc c'est vrai que ça me fait du bien, mais après comprise je dirais pas, je dirais pas toujours. Donc bon, il faut encore un peu travailler sur ça, mais ça fait du bien de se sentir aimé et c'est possible aussi. C'est possible. Et ça peut arriver avec n'importe qui, hein, pas qu'avec des personnes neuroatypiques. C'est sûr que je trouve qu'avec les personnes neuroatypiques, le rapport peut être particulièrement fort parce que il y a une immédiateté dans la compréhension en fait. En fait, on s'est compris sans même se connaître, sans même se parler. C'est parce qu'on fonctionne pareil et on le sent même inconsciemment. Avec les personnes neurotypiques, ça peut prendre plus de temps. Parfois, il peut y avoir peut-être des malentendus ou des incompréhensions de la part de l'un ou de l'autre. Mais quand on a dépassé ça, bah, c'est vrai que c'est aussi particulièrement beau quand une relation se passe bien et que chaque personne fait un effort pour s'adapter. Voilà, c'est super aussi, quoi. Et ça peut être tout autant enrichissant. D'ailleurs, moi, j'aime beaucoup avoir des amis qui sont pas comme moi, enfin neurologiquement, parce que ça m'enrichit aussi. Et ça me permet de mieux le comprendre, de mieux m'adapter. Donc voilà, donc c'est une richesse. Et c'est vrai que dans ces cas-là, bah, le concept d'inclusion, bon, bah, il sert à rien en fait, parce que l'autre nous a acceptés, nous a compris, il n'a pas besoin, on n'a pas besoin de verbaliser notre handicap, de dire qu'on est différent de la norme et que du coup, il y a des choses à mettre en place. Et du coup, ça me fait penser que ce concept-là, il est plutôt inventé pour les sociétés qui sont intolérantes. Parce que quand les sociétés sont tolérantes, il n'y a pas besoin d'inclusion. En fait, on inclut l'autre parce qu'on l'accepte tel qu'il est, tout simplement. Et c'est peut-être pour ça que ça marche pas l'inclusion d'ailleurs. C'est peut-être parce qu'en fait, c'est à partir du moment où c'est posé, bah, c'est qu'il y a un problème, quoi. Je sais pas. Bon, voilà. En tout cas, nous, les autistes, parce qu'on est plus attachés aussi à des valeurs fortes comme l'authenticité, l'intégrité, on va avoir peut-être plus de chances de créer des rapports très profonds, très vrais avec les autres. Et grâce à notre sensibilité aussi, nos émotions, bah, on va donner beaucoup d'amour et puis peut-être recevoir aussi, on peut recevoir aussi de l'amour de la part des autres. Voilà, donc ça aussi ça fait partie du bonheur, voilà, même s'il y a beaucoup de personnes qui sont pas très tolérantes, violentes, des rapports violents où parfois même ça se passe bien et puis après ça se passe mal et on comprend pas pourquoi et on est un peu effondré. Il faut quand même se dire que c'est possible et qu'il faut rester ouvert à l'autre, voilà. Et c'est pareil avec les animaux hein, d'ailleurs. Notre rapport extraordinaire aux hommes, on peut l'avoir aussi avec nos animaux de compagnie ou les animaux tout court parce qu'on est sensible à l'être en fait dans son entièreté, l'être vivant tout entier, même le petit insecte, même l'arbre, même la feuille, je sais pas, la nature, les éléments, voilà, tout ce qui est vivant en fait, nous on le ressent quoi. Donc il y a une connexion aussi au vivant. Voilà. Cette capacité aussi à être profondément bien avec soi-même dans la solitude, bah, c'est pas donné à tout le monde. Ça, c'est une vraie richesse. Se suffire à soi-même, en fait, être bien, être à son écoute, à l'écoute de cette voix. Mais il y a peu de gens qui l'écoutent vraiment, cette voix. En tout cas, les gens dans la norme. J'ai l'impression que, au contraire, ils cherchent à ne pas l'écouter, à la faire taire, à remplir leur journée de plein de choses. Et bon, ça nous arrive aussi de ne pas écouter cette voix, mais en tout cas,
nous on est bien dans la solitude, on est solide en fait, alors que on se fortifie dans la solitude, on est solide en nous, alors que pour les personnes dans la norme, peut-être qu'elles vont se sentir vulnérables quand elles se retrouvent seules, c'est le vide quoi. Et du coup il faut combler ce vide et en fait eux leur nourriture ils vont la chercher dans les relations sociales justement avec les autres, ils ont besoin en fait des autres pour retrouver peut-être un peu d'intensité, de profondeur, je sais pas. Alors que nous, c'est vrai qu'on n'est jamais aussi bien que quand on est seul, hein. On est trop bien on n'a pas forcément besoin des autres. Les autres peuvent nous apporter, bien sûr, j'ai déjà dit, je viens de le dire d'ailleurs, mais on s'apporte aussi à soi-même beaucoup. Et ça, il faut garder ça parce que c'est précieux. Et voilà, et cette capacité aussi de se ressourcer dans le silence, dans la solitude, bah, c'est pas donné à tout le monde non plus. Donc on a cette chance aussi de pouvoir vraiment se reposer et être apaisé aussi, même si du coup on vit un peu en dehors de la société, mais c'est bien aussi, hein. Et voilà, et donc il faut garder ça, il faut cultiver notre jardin. Enfin, et le fait d'être autiste, ça permet de bien se connaître et du coup de bien poser ses limites, ce dont on a besoin, ce qui nous convient, et de respecter, en tout cas de faire plus d'efforts pour respecter son rythme intérieur. Et ça aussi, c'est pas donné à tout le monde, parce que nous, on est obligé à un moment donné de se connaître neurologiquement pour pouvoir s'adapter, etc. Et donc de faire ce travail aussi d'introspection quelque part. Que nous, on est beaucoup dans l'introspection et on se connaît, en fait, on a plus de chance, on est amené à plus se poser de questions sur soi qu'une personne dans la norme peut-être. On n'a pas le choix en fait pour pouvoir survivre. Alors que beaucoup de personnes neurotypiques, elles ne se connaissent peut-être pas très bien, elles s'écoutent pas vraiment, elles font passer des années comme ça, et puis un jour il y a la crise. La crise de la quarantaine, de la cinquantaine, je sais pas. Alors que nous, comme on a pris le taureau par les cornes plus tôt, on a fait ce travail-là un peu avant de déconstruction, de ce dont il nous faut, qui on est, etc. On a plus peut-être travaillé, on a été amené à faire plus de développement personnel plutôt qu'une personne dans la norme. Et donc ça aussi, c'est un atout parce que le plus important, c'est quand même d'accéder à soi-même, de bien se connaître, de s'aimer. Et c'est une chance du coup d'être autiste parce on peut le faire plus tôt. Voilà, on a cette capacité de se connaître soi et de regarder le monde différemment plus tôt. Voilà, donc en conclusion, bien sûr que la vie peut être belle quand on est une personne autiste, elle est plus intense, elle est plus vivante, il y a des hauts et des bas, mais bon, on a cette capacité de se régénérer, de vivre à fond ses passions et de se satisfaire à soi-même, et ça c'est pas donné à tout le monde, et puis de continuer à se battre, à être courageux, résilient, peut-être avoir aussi un peu comme moi envie de faire bouger les choses, et du coup d'informer, et puis d'avoir plein d'idées, plein de créativité, et voilà. Et avoir de belles valeurs, à être dans la tolérance, dans le non-jugement et d'essayer de créer un monde meilleur, très naïvement, mais voilà. Mais pour être heureux, surtout être bien avec soi et puis j'ai pas de conseils à vous donner, je sais pas si vous êtes heureux ou pas, j'espère que oui. Mais en tout cas, là aujourd'hui il fait beau, il y a des oiseaux qui passent dans mon jardin, voilà, c'est le bonheur, ça suffit. Donc voilà, donc soyez heureux et soyez courageux, et de toute façon vous l'êtes, c'est sûr. Et donc voilà, continuez comme ça. Voilà, merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.